Bonjour à tous, bienvenue à FAST, Femmes, Arts, Sciences, Technologies. Alors on est vraiment, toute l'équipe de Home, super heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un moment qu'on a préparé vraiment depuis longtemps, avec attention, avec soin. Voilà, FAST, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est d'abord un projet d'exposition qui va durer 3 semaines, qui est au labo de Tension. Si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous invite à venir la découvrir juste après. Alors on est dans un lieu absolument exceptionnel, un labo de Tension, qui est vraiment un lieu mythique de l'école polytechnique libre de Bruxelles, de l'école polytechnique de Bruxelles. Et comment vous dire, on a fait un vrai travail avec les étudiants, un travail qui a duré pendant toute une saison, et ils ont voulu travailler sur la question de l'invisibilisation des femmes dans l'histoire des arts et des sciences. Et ça a donné lieu à ce projet d'exposition. Aujourd'hui, on est dans une journée d'activité qui a aussi été designée par les étudiants. Et voilà, le programme de la journée sera composé de plusieurs étapes. D'abord une conférence qui sera hostée par Strige et par Caliper sur l'invisibilisation des femmes dans les STEM. Ensuite, une conférence sur l'invisibilisation des femmes dans les arts plastiques. Et enfin, nous aurons 2 concerts, le concert de Pauline Micot et de Fleur. Voilà, alors pour vous accueillir au final à l'Université libre de Bruxelles, je vais laisser la place à Annemie Schoos, rectrice de l'Université libre de Bruxelles. S'il vous plaît. Madame la secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs les échevins et échevines, chers et chers collègues, chers étudiants, chères étudiantes, chers amis, pardon. Je vais vous lire un principe issu d'une résolution de l'Assemblée générale, et je cite « Il est impératif de donner aux femmes de tous âges les moyens d'accéder et de participer pleinement sur un pied d'égalité aux activités scientifiques et techniques et à l'innovation pour assurer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. » C'est donc un principe qui nous paraît de bon sens et qui pourtant a dû être affirmé par l'Assemblée générale des Nations unies en 2013 et réaffirmé en 2015. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, 11 février, c'est la journée internationale des femmes et des filles de sciences, et bientôt, le 8 mars, la journée des droits des femmes, et que ces journées doivent malheureusement exister, et ce principe est affirmé par les Nations unies. L'Université libre de Bruxelles, vous le savez, est une université résolument émancipatrice et progressiste. Elle a accueilli les premières étudiantes, femmes donc, a désigné la première femme assistante, nommé la première femme professeure, a connu la première femme accédant au décanat, ainsi qu'au rectorat il y a 30 ans, même si elle se faisait appeler recteur, et donc la première femme rectrice devant vous. La première crèche, la première cité pour les étudiantes, le premier planning familial, et ce n'est pas du tout la fin de la liste des choses que doit faire l'ULB encore à l'heure actuelle. L'ULB profitera d'ailleurs de ces 2 dates et de toute la période intermédiaire entre ces 2 dates pour valoriser le parcours des femmes au sein de la communauté scientifique. Un vaste programme qui démarre aujourd'hui avec l'inauguration de cette exposition et la conférence Caliper qui aura lieu juste après. Elle va donc se prolonger pendant 1 mois avec des actions engagées par l'école polytechnique qui remplacera toutes les photos de son bâtiment par des photos de femmes scientifiques et ingénieurs et qui ira jusqu'à hacker son propre site internet pour y placer des témoignages uniquement féminins. Dans d'autres facultés, les professeurs introduiront chacun de leurs cours par une référence à une femme qui a marqué ou qui marque actuellement leur discipline. Et dans toute l'université, c'est la campagne d'éducation au consentement dont je vous parlais à l'instant, donc la liste n'est pas terminée, donc il connaîtra une accélération parce que, comme vous l'avez vu récemment dans la presse, ce problème de harcèlement sexuel et moral est loin d'être terminé. Enfin, le 8 mars prochain, ce sera un hommage à cette grande dame qu'est Simone Veil, puisque nous inaugurerons la Bibliothèque des sciences humaines qui porte désormais le nom de cette grande femme. Et ce sera une journée de débat sur les réseaux sociaux intitulée « Mon université s'engage, moi aussi ». Mais je vais un peu trop vite et je voulais revenir à cette exposition consacrée aux femmes dans les arts et les sciences.
Exposition pensée et conçue par nos étudiantes et nos étudiants du Master en gestion culturelle. Une exposition consacrée aux femmes, mais surtout, comme on vient de vous le dire, à leur invisibilité dans l'histoire des sciences et de l'art. Et la collaboration du laboratoire de haute tension de l'école polytechnique dans lequel nous vous recevons aujourd'hui fait un peu exception, puisqu'il a été dirigé par une femme dans les années 70, Lida Lifshitz-Rybowski, professeure ordinaire et titulaire de la chaire en électricité. Tout un symbole. Cette exposition, si elle a été conçue par nos étudiants et étudiantes, est également le résultat d'une collaboration heureuse et fructueuse de toute une série d'acteurs de l'université, tous corps confondus, qui ont eu à cœur de porter ce message, notamment le service BAMS de l'école polytechnique, Inforsciences de la faculté des sciences et évidemment ULB Culture. Merci à elles et eux. Enfin, je ne peux pas terminer sans faire un grand clin d'œil à Aume. Aume a coordonné ce projet et Aume souffle tous les jours sur les braises de notre institution pour nous aider à entretenir la flamme de l'innovation et de la créativité. Aume, c'est un peu un ovni dans un paysage institutionnel parfois et souvent trop cloisonné. Le quatuor qui l'anime nous aide pour notre plus grand bonheur à ouvrir toutes ces portes. J'ai le plaisir à vous dire que ceci n'est que le début d'une longue collaboration entre l'équipe de Aume et les chercheurs et chercheuses de notre maison. J'ai déjà été trop longue pour introduire une expo dont le nom s'inscrivait pourtant plutôt dans la vitesse. Et merci à vous tous et tous d'être là. Bonne découverte de l'exposition et bonne conférence. Merci Madame la rectrice. Alors voilà pour la prochaine prise de parole, j'invite Madame Barbara Tract, secrétaire d'État à la recherche scientifique. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là pour cette invitation à cette exposition qui, en effet, consacre la collaboration ou concrétise une collaboration entre Aume et entre l'ULB et en particulier à l'ULB avec ULB Culture. Je connais le travail de Aume, je connais aussi bien sûr le travail de l'ULB et de l'ULB Culture. Vous êtes à la fois les auteurs de cette exposition, mais aussi d'excellents ambassadeurs de la recherche scientifique, mais aussi de la sensibilisation aux sciences et aux technologies. Donc c'est là une belle rencontre et j'espère qu'elle sera à l'avenir concrétisée par peut-être d'autres expositions ou d'autres événements. Je serai brève puisque ce soir, c'est l'important pour vous tous et tous, c'est évidemment l'exposition, mais je voulais quand même profiter de ce moment pour vous féliciter. Vous féliciter puisque vous concentrez, selon moi, à travers ce projet, une série d'enjeux qui sont fondamentaux et vous le faites de manière brillante et accessible. J'ai eu l'occasion de visiter très rapidement l'exposition, c'est tout à fait frappant, la manière dont les différents éléments sont concentrés, sont expliqués, se complètent les uns avec les autres. J'étais aussi ravie de le faire puisque comme ancienne étudiante de l'ULB et ayant traîné très souvent dans ce bâtiment, mais de l'autre côté, je découvre des choses dont je n'avais pas du tout idée et que je n'avais par conséquent jamais vues. Premier enjeu central dans l'exposition, c'est évidemment la place des femmes et des filles dans les sciences et qui reflète, à travers cette question-là, ça reflète évidemment, comme l'a dit Madame la rectrice, la place des femmes dans nos sociétés. Et je pense que le mur, pour ceux et celles qui ont déjà vu l'exposition, ou pour ceux et celles qui la verront ensuite, le mur qui sépare les deux pièces est tout à fait éloquent à cet égard. Une place qui est centrale, cruciale, mais qui a trop souvent, et qui encore aujourd'hui est trop souvent invisible. Je pense que cette question-là de l'invisibilité, et à l'inverse votre volonté de visibiliser, est centrale dans cette exposition et centrale aussi dans notre action, donc je voulais le saluer. Je pense aussi, en ayant vu les œuvres, que cette idée d'identité plurielle, de pouvoir être une femme et une scientifique, de pouvoir être une femme et une artiste a été trop souvent dans l'histoire invisibilisée. Et donc je vous remercie de mettre aussi en avant cette question d'identité plurielle à travers des œuvres d'art exposées de cette manière dans un laboratoire scientifique.
Autre enjeu, et pas des moindres, c'est aussi évidemment la rencontre entre ces mondes des sciences, des technologies et de l'art. On hésite souvent à dire les STEM ou les STEAM, est-ce qu'on les met ensemble, est-ce qu'on ne les met pas ensemble? Pour nous, c'est une évidence qu'il faut les mettre ensemble et vous témoignez, enfin, vous concrétisez, vous rendez tangible la nécessité de combiner et ces questions des arts et des sciences et de la présence des femmes. Troisième enjeu que je voudrais citer, et ce sera le dernier, et j'en oublierai par conséquent certainement d'autres, c'est celui de la transversalité, de l'importance de la rencontre entre ces différentes disciplines et de la fertilité finalement de cette transversalité. Les ponts, les rencontres, les intersections et croisements à tous les niveaux, ce sont évidemment des sources d'inspiration, de création et je pense, ou je l'espère, de partage. Encore une fois, félicitations à toutes et à tous, aux scientifiques, aux artistes scientifiques, aux scientifiques artistes. Félicitations à toutes et à tous dans l'organisation, à Home, à l'ULB Culture, aux partenaires, à vous toutes et tous que ça intéresse. Je ne pourrai malheureusement pas m'éterniser avec vous, j'ai d'autres obligations ce soir, mais je me réjouis de suivre la partie que j'aurai l'occasion de suivre avec vous, d'en entendre aussi par la suite les échos et de pouvoir soutenir aussi à l'avenir de nouvelles initiatives qui vont dans cette direction. Merci beaucoup et bonne soirée. Voilà, et pour une dernière prise de parole, j'invite Delphine Houbin, échevine de la culture de la ville de Bruxelles et des grands événements. Merci beaucoup. Je ne serai vraiment pas longue non plus. En tout cas, on ne pourra pas dire que là, il y a eu une invisibilisation des femmes au niveau des prises de parole. C'est déjà ça, on l'a dit, la place des femmes dans les sciences, la place des femmes dans la culture aussi, en tant qu'échevine de la culture à la ville de Bruxelles. On le sait, c'est questionner la place des femmes dans notre société en général. Alors, merci à mon alma mater, merci à toutes les équipes, parce qu'on sait qu'il y a derrière toutes les équipes qui mettent ça en place pour cette initiative d'utilité publique. Et dans ce lieu absolument insolite. Moi, j'ai fait Sciences Po, donc mon labo, c'était plutôt les JT et les manifs. Donc, ça change un peu de cadre. Je pense qu'on l'a compris, c'est important de donner aux femmes des modèles. On a besoin de modèles, on a besoin de pouvoir s'identifier aussi comme femmes politiques. Il n'y en a pas toujours eu tellement que ça avant nous. Et je pense que c'est important dans les sciences aussi que les femmes et les filles puissent se dire, en fait, c'est pour moi aussi. Je pense que c'est vraiment ça le message de cette exposition. J'ai envie de partager cette anecdote, cette question qui avait été posée à Marie Curie, à qui on avait demandé ce que ça faisait de vivre avec quelqu'un qui avait reçu un prix Nobel. Et puis elle avait rétorqué, demandez à mon mari. Et donc je pense qu'ici, finalement, cette affiche qui a disparu, mais l'affiche de FAST, qui a un petit côté science-fiction, je pense que c'est vraiment important de faire en sorte que le fait qu'on soit dans une société où les femmes ont toute leur place ne relève plus de la science-fiction et aussi souhaiter que toutes les futures Marie Curie ne reçoivent plus de questions aussi débiles. Voilà, bonne exposition et longue vie à l'alma mater. Merci beaucoup. Très bien. Alors ça y est, c'est l'inauguration de cette journée d'activité et je vais inviter Sarah Aguirre à venir nous rejoindre. Sarah alors nous dans nos initiatives, on a toujours beaucoup à cœur de faire fonctionner les écosystèmes ULBistes avec qui on a le plaisir de travailler. Notamment pour ce projet, c'était assez évident de travailler avec le projet européen Caliper. Mais je laisse la parole à Sarah Aguirre qui va vous raconter tout ça et vous présenter ce qu'elle nous a concocté pour la prochaine heure et demie. Merci à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais demander aux intervenantes et aux discutantes de monter aussi sur scène. Comme ça, je me sens un peu moins seule. Merci. Donc, bienvenue à toutes et à tous à cette conférence co-organisée par le projet Caliper et Strich pour la Journée internationale des femmes et des filles des sciences dans le cadre de l'inauguration de l'exposition FAST. Donc, je tenais vraiment à remercier le collectif Homme pour cette opportunité de collaboration.
et en plus d'organiser une conférence dans un cadre pareil, qui est vraiment magnifique. Voilà, moi je vais présenter et modérer cette conférence. Aujourd'hui, j'ai une double casquette en tant que chef du projet Caliper à l'ULB et membre de STRICH, qui est la structure de recherche interdisciplinaire sur les genres et la sexualité de la Maison des sciences humaines de l'ULB. Et donc nous avons un panel interdisciplinaire avec 2 présentations et 3 discutants, discutantes. Mais avant de vous présenter les différents intervenants et de leur donner la parole, j'aimerais dire juste quelques mots sur le projet Caliper. Donc pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un projet européen qui est financé dans le cadre du programme Horizon 2020 et qui vise à la promotion de l'égalité des genres dans les STEM. Et donc, nous sommes un consortium européen avec 7 universités et 2 agences qui financent la recherche. Et l'objectif du projet, c'est l'élaboration, l'implémentation et l'évaluation d'un plan d'égalité des genres dans chaque institution partenaire. Donc, le plan d'égalité des genres de l'ULB a été approuvé par les autorités en août 2021 et donc actuellement on est dans la phase d'implémentation depuis le mois de septembre. On n'a pas imprimé les plans, vous pouvez le consulter sur la page genre de l'ULB. Et le plan inclut 20 actions dans des différents domaines, donc les domaines des ressources humaines, les étudiants et étudiantes, le domaine de la recherche, l'enseignement, etc. Donc on vous encourage vraiment à le lire et à le consulter. Donc, dans le cadre du projet, l'une des problématiques qu'on a identifiées, c'est justement l'invisibilisation et la faible proportion des femmes dans le corps estudiantin, académique et scientifique des facultés STEM, et d'où l'intérêt de cette conférence, donc, dans laquelle on va vraiment discuter de cette problématique avec un point de vue interdisciplinaire, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est co-organisé aussi par STRICH, qui fait partie de la Maison des sciences humaines, et donc l'idée c'est de vous présenter un panel d'intervenants et d'intervenantes interdisciplinaires avec des experts et expertes des sciences humaines et sociales et des disciplines STEM pour avoir ces dialogues interdisciplinaires. Donc je vais passer à vous présenter, le panel. Premièrement, 2 interventions faites par Myriam Amou, qui est là. Elle est psychologue sociale et interculturelle et chercheuse à l'ULB depuis octobre 2020. Elle a commencé à s'intéresser à l'égalité des genres dans les STEM à travers sa mission chez Infor-Sciences. Et en fait, c'est chez Infor-Sciences qu'elle a mené l'enquête POST, qu'elle va présenter aujourd'hui, ou au moins une partie des résultats, sur la perception des sciences et des technologies auprès des élèves du secondaire. Et actuellement, elle a aussi une double casquette parce qu'elle vient de joindre l'équipe Caliper aussi. Donc, elle travaille avec nous depuis le 1er février. Voilà. Et ensuite, on aura une présentation faite par Nathalie Stéphane, qui est spécialiste en géomatique et elle travaille au service public de Wallonie. Et donc Nathalie est docteure en géographie et a fait un postdoctorat au Centre commun de recherche de la Commission européenne. Elle travaille depuis 25 ans dans les domaines de l'observation de la Terre et la géoinformation. Elle a eu des expériences professionnelles aussi bien dans les entreprises privées, des laboratoires universitaires et des centres de recherche publics en Belgique et en Italie. Et actuellement, elle est géomaticienne pour les services publics wallons. Son intérêt pour les questions de genre a commencé au sein du projet GIMMOS, c'est ça, oui, en 2004 et s'est traduit par des publications spécialisées. Et en 2018, elle a organisé les expositions Neureuses Space Girls, Space Women en Wallonie et a initié le projet Women in Copernicus, dont elle va parler aujourd'hui, justement. Et ensuite, on aura un moment de discussion par nos trois discutants. Donc, nous avons avec nous Karine Van Donink.
qui est professeure ordinaire à l'ULB depuis octobre 2020 et elle est directrice de la nouvelle unité de recherche Molecular Biology and Evolution. Elle s'intéresse surtout à la biologie évolutive et comment les organismes s'adaptent, même dans les environnements les plus extrêmes. Elle a également une passion pour l'art et depuis quelques années, elle intègre des artistes au sein de son équipe de recherche dans un projet transdisciplinaire Arts et Sciences. En fait, c'est grâce à Karine qu'il y a eu la connexion Caliper-Homme, donc je t'en remercie. Et elle, aussi, elle fait partie aussi du comité de pilotage du projet Caliper à l'ULB. Ensuite, on aura Caroline Clausson, ici, qui enseigne la psychologie de l'orientation et la psychologie du personnel à l'ULB et est affiliée au Centre de recherche en psychologie du travail et de la consommation. Ses recherches portent sur les discriminations au travail et dans les parcours scolaires relatifs au genre, à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. Et elle est aussi membre de STRICH. Et nous avons aussi Olivier Debert, qui est affilié au laboratoire d'images, synthèse et analyse LISA de l'École polytechnique de Bruxelles. Et depuis 2009, il est professeur à l'École d'ingénieurs de Bruxelles, responsable de l'unité d'analyse d'images du département LISA, que je viens de citer. Il s'intéresse à l'analyse d'images et au traitement des données. Il est président de la filière biomédicale de l'école et est aussi membre de la commission genre de Polytech. Donc, voilà pour les présentations. Donc, je pense que Myriam peut commencer sa première. Et j'ai oublié de dire ensuite, après les présentations et les discussions, il y aura aussi des échanges avec les publics. Donc, on aura un micro aussi qui va se balader. Donc, n'hésitez pas à poser de questions. Sarah m'a présenté. Je vais vous présenter les résultats de l'enquête POST sur la perception des sciences et des technologies auprès des élèves du secondaire. Donc, j'ai mené cette enquête dans le cadre de ma mission à InforSciences. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, InforSciences, c'est un département de la faculté des sciences qui a reçu pour mission de transmettre le goût des sciences au public le plus large. Et au cours des 20 ans d'activité d'InforSciences, il y a plusieurs actions qui ont été multipliées, qui ont touché beaucoup de monde, et notamment dans le cadre des activités scolaires, sont principalement les jeunes de secondaire qui sont concernés. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'à InforSciences, on a initié donc l'enquête POST afin de réfléchir sur comment transmettre le goût d'apprendre les sciences auprès des jeunes du secondaire. Donc on commence en fait on a commencé par un constat en Belgique et à Bruxelles. Donc il faut savoir que le paysage bruxellois se caractérise par une diversité culturelle et des écarts socio-économiques assez importants qui se répercutent au niveau des écoles sous forme d'un étrange écart de performance. On remarque notamment que 42% d'écart de performance à l'école est dû à l'établissement scolaire. Et malgré l'augmentation régulière du nombre d'inscrits en faculté des sciences à l'ULB, on remarque quand même qu'il y a des populations qui sont sous-représentées, donc notamment les élèves avec un milieu socio-économique plus faible, mais aussi et surtout les filles. En Belgique, on a 22% de filles donc, qui entament des études supérieures en sciences, et il y en a un peu plus à Bruxelles, mais elles restent quand même minoritaires avec 37%. Face à ce constat, on s'est demandé donc, comment transmettre le plaisir d'apprendre les sciences, mais surtout travailler vers une égalité des chances dans l'éducation. Et pour ce faire, on a d'abord en fait, passé en revue la littérature sur le sujet afin de repérer donc, les facteurs qui vont influencer l'intérêt, le plaisir pour les sciences et les technologies. Donc on parle de STEM, je dis sciences pour STEM. C'est un amalgame. Et donc l'idée c'était de repérer ces facteurs et de mettre en place une enquête qui va permettre de les mesurer. Donc par la suite, on a fait passer notre enquête à 2 échantillons que je vous présenterai. Et je vous présenterai aussi les résultats de l'enquête avec un focus sur les différences de genre. On a aussi récolté des informations sur les rôles modèles et les rôles symboliques que je présenterai pour enfin les discuter, réfléchir à des pistes d'action qu'on pourrait potentiellement mettre en place en classe. Donc, on a cherché quels sont les facteurs qui vont permettre d'expliquer l'intérêt,
on a remarqué que l'intérêt pour les sciences était directement lié au choix de carrière. Et ce choix de carrière va être différent et va dépendre, tout comme l'intérêt, du genre et du niveau socio-économique des élèves. Mais pour mieux comprendre ça, on s'est intéressé à qu'est-ce qui fait qu'on est intéressé par les sciences. Et on a repéré comme premier facteur la perception de l'utilité des STEM dans la société, donc le fait de considérer que c'est plus ou moins utile pour la société, de considérer ça de façon plus ou moins positive. En second lieu, on a la participation à des activités scientifiques, mais surtout donc, des activités scientifiques extrascolaires comme des visites de musées, des stages scientifiques. Et enfin, on a aussi la perception, c'est plutôt le sentiment d'efficacité personnelle en sciences. C'est l'idée de se dire, ok, je suis doué en sciences ou pas. Et enfin, on a l'influence de l'entourage qui est due, si on a par exemple, on vient d'une famille où les études universitaires c'est important, on a des parents scientifiques ou dans notre entourage, c'est quelque chose qu'on nous pousse à faire. Donc sur base de ces différents facteurs sont des facteurs qui expliquent l'intérêt dans la littérature, mais ils vont aussi être différents et dépendre en fonction du genre et du niveau socio-économique des gens. Sur base de ce schéma, on a en fait construit donc le contenu de notre enquête, et donc chaque section de l'enquête permettait de mesurer un facteur, donc l'intérêt et les 4 facteurs qui permettent de l'expliquer. Donc, dans notre échantillon, on s'intéresse principalement à la population des élèves du secondaire de 12 à 20 ans dans toutes les sections confondues. On a cherché à avoir un échantillon représentatif de la diversité des écoles bruxelloises. Et donc, on a fait plusieurs phases d'échantillonnage. La première phase, c'était une phase test pour vérifier que notre enquête marchait bien et qu'elle était accessible et qu'elle intéressait les élèves. On a effectué quelques petites modifications et la première phase a commencé en fait, pendant la deuxième phase de confinement. Et on s'est retrouvé avec un problème de représentativité où on avait interrogé une grande majorité d'élèves de la même école, qui est une école avec un indice socio-économique assez élevé. Donc ce n'était pas représentatif de la diversité bruxelloise. On a donc entamé une deuxième phase d'enquête où là, on a réussi à avoir un échantillon plus représentatif et on a remédié au biais qu'on avait précédemment. Donc ici, je présente un peu les 2 échantillons. Je vais vous présenter surtout les résultats de la deuxième phase, comme elle est moins biaisée. Et donc là, c'est vraiment la différence entre les 2 phases. On remarque que la grosse différence, c'est au niveau de l'indice socio-économique et culturel, où dans la première, on a plus d'élèves avec un niveau socio-économique élevé, et dans la deuxième, la tendance inverse, où les élèves avec un niveau socio-économique faible ont une plus grande proportion. Ça se note aussi au niveau de la langue parlée à la maison, qui est donc liée à l'origine culturelle des élèves. Et donc dans la deuxième phase, on est 47%, donc la moitié de notre échantillon qui parle français. Et donc, je vais pouvoir aborder les résultats. Donc, avant de parler de la différence entre les filles et les garçons, on a quand même vérifié que nos facteurs permettent d'expliquer l'intérêt. Donc en fait, tous nos facteurs sont liés à l'intérêt. Je vous présente le coefficient de régression à chaque fois. Donc plus il est élevé, plus il y a de poids explicatif de ce facteur sur l'intérêt. On remarque que le premier facteur, c'est la perception de l'utilité des sciences dans la société, qui explique l'intérêt. Le deuxième, c'est le sentiment d'efficacité. Le troisième, l'influence de l'entourage. Et le quatrième, les activités scientifiques. La participation aux activités scientifiques et l'ensemble de tous ces facteurs, ensemble, ils permettent d'expliquer 52% de la variabilité de l'intérêt. Donc on a quand même repéré des facteurs qui permettent d'expliquer une grande proportion de l'intérêt pour les STEM. Au niveau de la différence de genre, je vais vous exposer les 2 phases, vous comprendrez. Donc en fait, dans la deuxième phase, on a remarqué que les filles ne témoignent pas d'un intérêt significativement différent des garçons. Par contre, on avait aussi demandé, on leur avait posé des questions par discipline, et on remarque que par discipline, elles sont moins intéressées par la physique, les maths et l'informatique, mais aussi que sur certains facteurs explicatifs de l'intérêt, elles ont un moins haut score, notamment elles trouvent les sciences moins utiles et elles se sentent moins performantes, même si ça n'a pas d'impact sur l'intérêt dans cet échantillon. Par contre, dans le premier échantillon, on a remarqué, donc il y a les mêmes différences, plus ou moins, et cette fois-ci,
elles ont un intérêt qui est significativement différent des garçons. Et là, cet intérêt est expliqué, ces différents intérêts expliqués à 39% par le sentiment d'efficacité en sciences. Dans cet échantillon-là, elles n'avaient pas non plus de différence au niveau de l'utilité, de la perception d'utilité des sciences. Donc en fait, le paradoxe dans la phase 1, c'est qu'on avait un problème de représentativité dans notre échantillon et que ces élèves sont issus d'un milieu socio-économique élevé. Je le notifie. Donc même si dans la deuxième phase, il n'y avait pas de différence d'intérêt, on a remarqué des différences au niveau de la perception de l'utilité des sciences, notamment elles trouvent les technologies moins utiles que les garçons. On avait posé des questions sur les vaccins et le nucléaire, dans lequel ça s'applique, cette différence s'applique aussi. Oui, donc c'est la phase 2. Et au niveau de l'efficacité perçue, en fait, elles montrent beaucoup moins de confiance en soi que les garçons. Elles se sentent également plus en échec, alors que dans les rapports officiels, elles ne sont pas spécialement plus en échec que les garçons, même parfois elles sont considérées plus performantes en sciences. Et elles ont elles n'ont pas un haut score au niveau du sentiment d'être informées. En tout cas, moins que les garçons. Par la suite, on a aussi récolté dans l'enquête les rôles modèles et les rôles symboliques cités par nos élèves. Donc, je fais la différence entre rôle modèle et rôle symbolique parce que les rôles modèles, c'est vraiment les personnes dans l'environnement des élèves, hein, donc les personnes à qui ils peuvent s'identifier, qui sont proches d'eux et qui peuvent être une source d'inspiration pour eux. Dans les rôles modèles qui étaient prédominants, on retrouve les enseignantes. J'ai envie de préciser que j'ai mis enseignante ici parce qu'on parle des filles, mais en fait, tous les élèves, pour eux, les enseignants sont des rôles modèles. Les encouragements des enseignants les encouragent à faire une carrière dans les STEM ou à faire des études là-dedans. Et principalement pour les filles, logique, donc c'est le fait de rencontrer ou de connaître des femmes qui font des sciences ou qui sont en études de sciences. Ça les motive aussi à faire des études en sciences. Alors au niveau des rôles symboliques, c'est plus lié finalement à la culture générale, à des recherches qu'on peut faire sur Internet aussi. Et c'est plutôt des grandes figures historiques ou des personnages fictifs que les élèves ont tendance à admirer. On avait demandé une liste de personnes de leurs personnages préférés en fait en sciences, et on a eu beaucoup de réponses, notamment beaucoup de scientifiques connus historiquement, quelques youtubeurs, vulgarisateurs, et en fait on avait une seule femme les plus citées. Vous devinez qui c'est? Marie Curie, voilà. Et mis à part, beaucoup ont cité les professeurs de sciences aussi. Leurs professeurs de sciences, où ils ont mis le nom de leur prof. Donc autant rôle modèle que rôle symbolique. Alors l'idée c'est aussi comprendre ces résultats et comment est-ce qu'on peut les comprendre. Donc on a remarqué que ce qui a influencé la grande différence est le sentiment d'efficacité personnelle qui est beaucoup plus faible chez les femmes. Elles se sentent moins douées en sciences et cette idée fait référence en fait à un stéréotype largement répandu dans la société qui est que les femmes sont peu douées en sciences. Ce stéréotype peut être internalisé et ce phénomène s'appelle la menace du stéréotype, beaucoup documenté en psychosocial, donc c'est l'idée en fait qu'elles intériorisent ce stéréotype et donc qu'elles vont reproduire ce schéma, confirmer le stéréotype. Et à long terme, cette menace d'infériorité peut amener les filles à ne plus s'identifier aux sciences et donc pour préserver leur estime d'elles-mêmes. Et ça peut expliquer finalement le manque d'intérêt pour les sciences, ou alors le fait d'être moins intéressées que les garçons par rapport aux sciences. Cependant, dans la deuxième phase de notre enquête, on a remarqué que les filles ne montraient pas de différence significative par rapport à leur intérêt. Et il y a une étude assez récente de Stout-Egari qui a été menée auprès de différents pays, dans lesquels il montre que les pays où l'égalité de genre est la moins forte, ces pays comptent plus de femmes diplômées dans les STEM. Et ils expliquent ce phénomène selon lequel une raison potentielle est qu'une carrière bien rémunérée dans les STEM peut sembler être un investissement dans un avenir plus sûr. Et donc là, on a le schéma où elles s'identifieraient un peu plus. Donc la différence entre nos deux échantillons résiderait principalement dans le statut socio-économique et culturel. Donc ça, j'avais exposé au début. Et on pourrait comprendre les résultats de cette deuxième phase comme étant le reflet d'une volonté des filles avec un indice socio-économique plus faible de faire carrière dans les sciences.
Et donc, on s'est aussi demandé qu'est-ce qu'on peut faire de ces informations. Et dans nos résultats, on a mis en évidence l'importance des encouragements, des rôles modèles, notamment des professeurs, dans l'éducation. Donc, si la menace du stéréotype, Donc, si la menace du stéréotype s'exerce sur l'individu quand il s'associe au groupe de personnes, je reformule. Quand l'individu s'associe au groupe de personnes qui subit le stéréotype, ici c'est les filles. Donc si moi je suis une fille et je m'associe aux filles, si on me dit ah t'es une femme, je vais avoir en tête ok je suis nulle en sciences. Enfin, c'est un raccourci. Mais l'idée en fait c'est de mettre en avant plus les compétences des personnes que leur identité de genre. À la place de dire femme scientifique, on peut aussi dire scientifique talentueuse. En classe, on peut dire aussi mettre l'accent sur les compétences des élèves en disant oh, tu réussis bien ça. Après, le danger aussi des rôles modèles, c'est qu'ils peuvent être perçus comme des exceptions. Et du coup, les élèves ne peuvent pas s'identifier comme Marie Curie. Je ne pense pas que beaucoup d'élèves s'identifient à quelqu'un qui a plusieurs prix Nobel. Et l'idée, ce serait aussi en fait de revaloriser plusieurs femmes, en fait, genre le groupe de femmes entières, de donner plusieurs rôles modèles pour que le groupe de femmes devienne revalorisé et que ce soit les femmes qui sont bonnes en sciences et pas seulement une femme. Voilà. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette enquête, les enseignants, les élèves qui ont participé, le département de l'instruction publique de la ville de Bruxelles pour notre échantillon. Merci à Innoveris pour le financement, aux membres du comité scientifique, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns ici, et à Marie-Josée Gama et Jean-Richel tout particulièrement, avec qui j'ai mené cette enquête, et qui l'ont initiée aussi, et qui ne sont malheureusement pas là aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. Je propose de passer directement à la deuxième intervention et après on fait la discussion des questions. Merci. Donc Nathalie. Ça marche, merci. Excusez-moi pour ce retard. Voilà, donc je m'appelle Nathalie Stéphane et comme Sarah l'a bien dit et que je remercie, je travaille au service public de Wallonie et je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Women in Copernicus. Alors je suis désolée, toutes les slides sont en anglais, je suppose que ça ne gêne pas trop. Je vais vous parler en français, mais voilà, c'est un projet européen avec évidemment la langue habituelle, véhiculaire, qui est l'anglais. Et donc, je suppose que vous allez quand même suivre parce que c'est beaucoup d'images. Donc, voilà. Qu'est-ce que Copernicus ? Copernicus, c'est des images. Copernicus, c'est le programme européen qui nous apporte des images de la Terre. Donc, cette slide vous résume qu'il y a 6 services dans Copernicus qui traitent la mer, la Terre, le changement climatique, la sécurité, les urgences, et que donc toutes les données qui sont acquises par les satellites lancés par le programme européen qui s'appelle les Sentinelles nous permettent de mieux comprendre les défis de la Terre. Donc Copernicus, c'est la Terre vue des satellites. Alors pourquoi Women in Copernicus ? Je vais aller très vite parce que Myriam a déjà parlé beaucoup de statistiques et vous avez bien compris que le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes et beaucoup de filles dans les filières STEM et dans les filières informatiques encore plus. Donc vous comprenez bien ces chiffres-là. Et effectivement aussi le fait que les filles, comme tu viens de le dire, ne se sentent pas capables de faire ces filières-là. Donc on voit très bien des chiffres à l'échelle européenne, mais c'est les mêmes que ceux qu'on a vus ici à Bruxelles. Donc on confirme simplement la donnée de base, moins de 35% d'étudiants et étudiantes en STEM. Et malheureusement, je ne sais pas si vous connaissez le phénomène du tuyau percé, durant la carrière, ça descend encore et ça diminue. Et clairement, il y a un biais dans le choix des carrières
entre les femmes et les hommes, où effectivement 98% des techniciens sont des hommes et par contre les femmes sont au niveau des secrétaires ou bien dans la santé. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour changer ce biais? Je suis scientifique, donc c'est vraiment un biais scientifique dans la population. Est-ce qu'on doit ajouter les femmes sur la photo, comme ça a été fait sur cette photo qui a été fort décriée? Ou bien est-ce qu'on doit, comme Myriam vient de l'expliquer, essayer de changer les choses? Clairement, les femmes sont moins représentées dans les carrières STEM et dans le digital. Et pourquoi c'est un problème? C'est un problème pour tout le monde, ce n'est pas un problème seulement pour les femmes, c'est un problème pour tout le monde, parce qu'on n'a pas assez de gens, on n'a pas assez de ressources dans ces carrières, dans cette éducation scientifique, qui est pourtant l'avenir de notre société. Et donc on a besoin de ressources. Et pourquoi se priver de la moitié de la population? Ça semble un peu idiot en soi. C'est aussi évidemment une question éthique, une question scientifique, parce qu'il faut toutes les visions du monde pour mieux le comprendre. Et pourquoi est-ce qu'une vision féminine qui est complémentaire à une vision masculine n'apporterait pas quelque chose aussi à la compréhension du monde? Et c'est aussi un problème de développement. Voilà. Et donc on s'est posé la question, on est des femmes scientifiques dans le programme Copernicus, donc tout à fait peu informées sur les questions de genre, mais on s'est dit qu'il fallait changer quelque chose. Et donc en 2020, on a créé dans le monde de Copernicus un petit groupe de femmes pour se poser la question des femmes dans Copernicus. Est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'elles sont visibles? Non. Donc le but, c'était vraiment de visibiliser ces femmes. Le programme a commencé en 2020, donc je vais juste vous faire des petits schémas, parce que souvent un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, donc je vais aller assez vite. En 3 périodes, 2020, 2021, 2022. En 2020, on a fait cette première enquête, donc je vais aussi vous parler d'une enquête, mais assez rapidement, et on a eu un succès assez étonnant. 450 femmes ont répondu à notre enquête. Et donc elles sont, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu difficile, en tout cas pour moi. Ce sont des femmes principalement du monde académique, évidemment principalement des STEM, 75%, mais pas seulement. On a effectivement aussi toute une série de personnes dans le monde de Copernicus qui viennent d'autres fonctions et entre autres de la communication, parce que ces images apportent un message scientifique qui doit aussi être transmis. Donc il y a pas mal d'autres domaines qui travaillent aussi dans le monde de Copernicus. Et ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que ces femmes qui se sont exprimées dans notre enquête, sont vraiment très contentes de travailler dans Copernicus. On a vraiment un haut taux de satisfaction. Et pourquoi? Je reviens aux facteurs qui ont été expliqués par Myriam juste avant, parce qu'elles sont proches des utilisateurs. Elles sont utiles. Elles se sentent utiles pour répondre à des besoins. Elles se sentent utiles pour mieux comprendre notre planète et donc aussi répondre à des besoins sociétaux, à des challenges qu'on a, à des défis qu'on a tous ensemble. Et là, elles ont vraiment la perception de faire quelque chose pour l'ensemble de la planète. Alors, qu'est-ce qu'elles disent de leur expérience? Qu'évidemment, il y a des barrières. Vous avez bien compris que ces 450 femmes, c'est peu de femmes par rapport à beaucoup d'hommes dans ce monde de l'aérospatial. Et donc, une des barrières les plus souvent mentionnées, c'est d'être en minorité. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre. C'est que malgré une formation de très très haut niveau et des capacités, des compétences techniques reconnues, en ayant dépassé les barrières, en ayant fait quand même les STEM et même des doctorats et des carrières en partie de recherche, elles n'arrivent pas au haut niveau de décision. Elles ont le niveau d'expertise, mais elles ne passent pas les niveaux de décision. Et au top de ce programme, ce sont toujours des hommes. Et donc on a toujours ce problème de confiance en soi, malgré toutes ces réussites de ces femmes et cette perception de travailler bien à leur niveau, elles ont quand même toujours ce syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe, mais moi j'ai appris ça en les lisant dans cette enquête, et je trouve ça assez heurtant
que ces femmes très utiles aient toujours ce syndrome. Donc voilà, moi j'ai fait beaucoup de petits dessins hein, pour vous expliquer tout ça. Ça, c'est l'enquête qu'on a fait en 2020. Et 2021, ben, on a parlé, on a beaucoup communiqué, on a parlé partout et tout le temps. Et on n'arrêtait pas de nous demander de parler parce que ça intéressait vraiment beaucoup de gens. Nous, on était des scientifiques, donc on n'était pas vraiment dans la communication, mais on avait dépensé le petit budget qu'on avait eu au début du projet, alors qu'on était toutes volontaires à travailler pour ce projet, pour faire justement toutes ces illustrations avec des artistes. Hein. Vous voyez bien, ce n'est pas nous qui avons dessiné tout ça, donc on s'est vraiment fait aider par des artistes pour faire ces petits schémas et passer le message, parce que ça nous semblait vraiment très important. Donc on a été beaucoup actifs sur les réseaux sociaux, on a fait beaucoup d'événements, on a fait des événements scientifiques aussi, où on a essayé de mobiliser nos collègues masculins. Il y a plein d'informations sur notre site, si vous voulez voir. Et puis on a aussi travaillé avec nos collègues, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives de femmes, hein. Et donc, on a essayé de faire des ponts entre les différentes initiatives, ne pas dédoubler, parce qu'il y a des initiatives de mentors, des gens qui aident les filles, les jeunes femmes à être des scientifiques. Il y a des initiatives aussi qui soutiennent les femmes pour être présentes dans des conférences internationales, parce que là aussi, dans les panels, elles sont souvent trop peu nombreuses. On a aussi essayé de travailler avec les écoles, en essayant de comprendre pourquoi les filles ne choisissent pas les STEM, un peu complémentaires ou en tout cas dans le même biais que ce qui a été fait juste avant. Et donc on dit la même chose, hein, l'influence sociale, culturelle, les normes, les stéréotypes, la famille, très importante, et puis effectivement cette perception surtout de ce manque de confiance qu'ont les filles, qui est exprimé partout. Donc ça, ce sont vraiment des problèmes plus personnels. Et puis, il y a tout le système éducatif et l'école et ces rôles modèles. On a dit hein, que les enseignants pouvaient être des rôles modèles, mais toutes les femmes aussi sont des rôles modèles. Le fait qu'il y ait des femmes change tout à fait la perception pour ces filles de se dire « Ah, oui, donc peut-être je peux me rêver aussi là-dedans ». Donc, comment est-ce qu'on a essayé de contribuer un petit peu à l'éducation? C'est d'essayer d'inspirer, hein, vraiment, par le fait de montrer toutes ces femmes visibles, les vidéos, les animations qu'on a pu faire. On a montré que les femmes étaient dans les STEM et dans les STEAM, puisque l'art est important aussi pour parler de ces images, qu'on a essayé de déconstruire un petit peu en mettant en valeur des femmes normales, pas des rôles modèles comme Marie Curie, mais nous, on est toutes des femmes normales avec des bébés peut-être, ou futurs, ou déjà grands, enfin bon, voilà, et de montrer qu'on peut réussir et en tout cas être heureux dans son travail. Et évidemment, inclure les hommes, hein, on a besoin d'alliés pour changer les choses. Alors évidemment, vous voyez ces belles images que nous produit Copernicus, ça nous aide aussi hein, pour faire de la communication. Et puis on a utilisé aussi des vidéos pour montrer et donner la parole à toutes ces femmes. Et pour nous, effectivement, les femmes sont vraiment une force dans Copernicus, une force par leur volonté d'être utiles, par leur volonté d'être au service, par les exemples qu'elles donnent, d'être innovantes, je ne connais même pas le mot en français, de l'utilisation des données, de la démocratisation des données. Tout ce programme a vraiment un potentiel énorme. Et voilà, on considère qu'il y a beaucoup de choses à faire et on a proposé beaucoup de recommandations et d'idées lors de ces séminaires à nos collègues décideurs du programme pour créer des endroits pour pouvoir en parler. Voilà, un petit schéma pour dire qu'effectivement, être différent, c'est peut-être se donner les moyens d'être tous ensemble et de pouvoir tous regarder dans la même direction. Alors pour finir, juste un petit mot sur ce qu'on fait encore cette année. On a relancé une nouvelle enquête qui, avec nos collègues de l'ULB, vont être analysées également, pour inclure les hommes. Donc là, la première partie était vraiment de sortir de l'invisibilité des femmes dans la première enquête. Ici, on veut comparer avec les perceptions qu'ont les hommes, justement pour les inclure en tant qu'alliés dans la réflexion.
Et puis on y va aussi au niveau local. Et ça, si les gens sont sur Instagram, on a des podcasts de femmes. Et ça, c'est une expérience qui se fait en Bretagne, en France, où il y a une petite radio locale qui nous aide à donner la parole justement à des femmes dans d'autres moyens de communication. Et donc ça, c'est en français. Donc si vous avez envie d'aller écouter ces femmes, c'est disponible évidemment en streaming très facilement. Déjà 3 épisodes sont disponibles. Et ça permet aussi d'aller frapper à la porte des écoles. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Vous voyez, il y a plein de ressources qui existent et je remercie surtout toutes mes collègues. Juste un petit mot parce que je les connais comme si c'était des amis, mais je ne les ai jamais rencontrés puisque c'est un programme qui a commencé en Covid et qu'on n'a jamais pu voyager. Donc voilà, mon but pour 2022, c'est d'enfin les voir. Ces femmes de Copernicus. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie, c'est vraiment impressionnant le travail que vous faites chez Women in Copernicus. Merci beaucoup aussi d'avoir accepté l'invitation pour présenter ce travail. Je propose maintenant qu'on passe à la discussion. Donc, premièrement avec le panel et après on peut changer avec le public. Donc peut-être qu'on peut faire un tour de parole. On peut commencer par Karine. Donc l'idée c'est de rebondir sur les 2 présentations, des choses que vous avez trouvées intéressantes ou des choses que vous avez vécues aussi dans votre expérience, etc. Merci. Merci beaucoup. Merci pour les présentations très intéressantes. Évidemment, comme femme en sciences, en biologie, on a évidemment évolué dans ce monde STEM. Alors peut-être plus une touche personnelle, mais qui rejoint probablement très fort la première requête, c'est qu'en effet, mon entourage était très scientifique, un père en physique, ULB, VUB, et c'est clairement été un exemple pour moi. Il était tout le temps dans la passion et dans la passion de son travail. Et c'est vrai que je suis une scientifique passionnée, donc je pense que c'est un rôle très important, le rôle modèle. Mais c'était quand même un homme, mon rôle modèle, et pas une femme. Et donc il y avait quand même toujours ce doute, est-ce que je vais être capable? Alors pour revenir sur ce self-confidence, qu'on dit toujours que les filles ou les femmes manquent ce self-confidence, j'avais lu une étude qu'en fait la testostérone aide beaucoup à la self-confidence, et c'est quelque chose que les hommes ont biologiquement, naturellement, plus que les femmes. Et donc, c'est une question qui peut être posée, ou c'est peut-être plus on doit se poser dans la société. C'est aussi comment, quand on évalue des personnes, sachant qu'il y a cette self-confidence qui fait les gens ressortir plus forts, c'est comment faire ces interviews, ou comment organiser les interviews, sachant que voilà, on a une différence hormonale entre ces hommes et ces femmes. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est justement réfléchir dans ces panels. J'ai fait beaucoup de panels scientifiques, panel ERC, panel ici pour être recruté, et les questions, je les ai eues que des hommes. Et parfois, c'est quand même des questions où il y a peut-être, comme on dit, un peu moins chez certains d'empathie ou de questions plus... où on demande vraiment de montrer sa confiance en soi très fort. Et donc ça, on doit faire attention que les panels soient plus diversifiés. Mais évidemment, là, on tombe dans l'autre problème, c'est que les panels diversifiés, certainement, mais le problème, c'est qu'on n'est pas assez de... On parlait du leaky pipeline, c'est qu'il y a toujours, surtout plus haut dans la carrière, beaucoup moins de femmes. Donc on commence peut-être encore avec beaucoup d'étudiantes, moins que des garçons, mais en biologie, ça va. Mais c'est qu'on finit avec beaucoup moins de femmes au niveau professeur, et que les femmes sont trop demandées, et que c'est juste pas possible pour les femmes, et c'est mon cas certainement, où on n'a pas envie d'abord d'être demandé pour faire les chiffres, on veut être demandé pour sa qualité, comme tout le monde, c'est évidemment. Mais donc, il y a à différents niveaux qu'on doit réfléchir dans tout ce débat. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on fait aussi avec Caliper, on doit commencer déjà très jeune, en fait. Et je pense que même parfois dans les jeux, si vous allez acheter, heureusement j'ai plusieurs enfants, et
Et donc, on voit déjà dans les magasins parfois que les jeux, c'est biaisé. Les filles, c'est en rose, c'est poupée de Barbie. Les garçons, c'est plus voiture. Donc, je pense qu'on doit commencer très tôt. Et puis, même en humanité, réfléchir dans les cours scientifiques. Et donc, c'est quelque chose que je veux énormément travailler avec les écoles aux humanités. Qu'est-ce qui sensibilise les filles peut-être plus comme exemple que des garçons en sciences? Donc, les filles, autant que les garçons, sont peut-être parfois plus sensibles à d'autres aspects. Donc, c'est quelque chose qu'on doit commencer. Et puis, il y a évidemment toute la carrière scientifique, où là, il y a quand même aussi, où on doit encore vraiment réfléchir, et je pense vraiment au niveau après-doctorat, où c'est en fait un moment où les femmes, il faut être honnête, sont plus fertiles. C'est l'âge entre 25 et 35 ans où elles réfléchissent énormément à la fondation, à avoir des enfants. Avoir des enfants, ben, ça a un impact, parfois physique, parfois on est moins actif. Et ceci, ça a parfois un impact sur le CV. Et on doit savoir, la science, c'est un monde très compétitif, et ça, je l'ai vécu énormément, et je ne suis probablement pas un bon rôle modèle là-dedans, puisque j'ai attendu d'avoir des enfants pour d'abord pousser ma carrière, pour arriver au CV qu'il fallait, pour avoir des enfants. Donc c'est vrai que tout ça, on doit vraiment réfléchir à énormément de niveaux pour cet équilibre, puisqu'il y a des choses, et c'est la beauté de la diversité de notre société, c'est que les femmes sont différentes des hommes, c'est que les femmes portent les enfants, mais les hommes peuvent très bien s'en occuper. Et donc, je pense qu'il y a à différents niveaux qu'on doit réfléchir. Et donc, ça fait qu'un projet comme Caliper ou Copernicus, ben, on se rend compte qu'il y a énormément d'aspects qui doivent être tenus en compte dans cette discussion, en fait. Et je pense que c'est un travail énorme que vous faites, c'est bien. Et qu'on n'y est pas encore, mais je sens moi-même énormément d'évolution. Hein. Donc, ce n'est pas comme si on... Allez, moi-même, je trouve que j'arrive à très, très bien m'épanouir dans mon travail, que je n'ai jamais eu de difficultés, mais que je vois bien qu'il y a certaines étapes où peut-être ça bloque encore plus vite une femme qu'un homme dans son évolution scientifique. Voilà, merci. Merci beaucoup. Olivier, tu veux bien? Merci. Alors, en fait, je vais peut-être commencer juste par une petite anecdote personnelle. En fait, la rectrice rappelait tout à l'heure que Lida Lifshitz, professeure d'électricité, en fait, était chef de service, si j'ai bien compris. Et je me rappelle, en fait, je devais avoir 14-15 ans, d'avoir fait une journée porte ouverte ici en Polytech. Et c'est sans doute ça qui m'a décidé de faire Polytech et de l'avoir vu, en fait, faire des expériences en haute tension. Donc, c'est vraiment rigolo parce que ça me rappelait exactement là où j'étais à 15 ans. Et donc là, c'était un rôle modèle plutôt féminin, mais bon, c'était une anecdote. J'ai bien apprécié en fait les études qui ont été faites là, parce que je reconnais en fait quelque chose qu'on observe. Donc, je suis en charge de la faculté, pour la faculté Polytech de la filière biomédicale. Et la filière biomédicale est, je ne sais pas pour quelle raison, mais plus féminine que les autres filières en Polytech. Hein. On a à peu près 50% de filles, ce qui est quand même remarquable en Polytech. Et on essaie en fait d'exploiter ça pour faire du recrutement. Voilà, c'est un peu primaire de dire ça, mais je pense que c'est un biais qu'il faut exploiter. Et donc, quand on fait des salons, quand on va faire la promotion en fait de Polytech, on essaie de mettre en avant ce phénomène. Alors, c'est un peu cliché. Donc, moi, quand je fais ça, c'est un peu gênant parce qu'on a un peu l'impression d'aller un peu contre en fait cette volonté d'égalité, de neutralité, en mettant en avant en fait cette espèce d'exemple de Biomède en disant ok, c'est plus féminin, c'est bien pour les filles. En fait, c'est bête de faire ça finalement, parce qu'on renforce le stéréotype. Mais je pense que ça fonctionne. Donc je ne sais pas très bien où on se trouve entre le renforcement du stéréotype et finalement faire quelque chose qui est quand même efficace pour la cause, quitte à diminuer ça plus tard. Donc plutôt une approche pragmatique, je dirais. Et donc ça, c'est mon expérience pour la filière biomédicale. Alors c'est vrai que j'ai une expérience plutôt dans l'informatique et ce genre de domaine, mais je vois une évolution quand même. J'ai donc 2 filles, et je vois leur abord de l'informatique, il est complètement différent de ce que pouvait être l'abord de l'informatique des filles de mon âge, à mon âge, quand j'avais leur âge à elles. Et c'était un domaine qui était réservé aux geeks. Hein. Donc clairement, c'était que des gars qui faisaient de l'informatique quand moi j'étais jeune. Maintenant, ça a changé. Et on en trouve de plus en plus des filles qui sont vraiment intéressées par l'informatique, donc pas d'utilisation, hein, donc vraiment de l'informatique. Voilà. Et on en trouve dans nos classes, elles restent rares, hein, je reconnais, mais je trouve que ça évolue. Alors voilà,
Donc ça, c'était un témoignage que je voulais donner. Je trouve ça assez positif, finalement. Ce n'est plus l'apanage des geeks boutonneux de 15 ans. Voilà. Et que dire d'autre? On a aussi tout un débat, c'est un débat que j'ai eu avec des collègues masculins concernant comment dirais-je? Donc, à l'ULB, on a tout un tas de systèmes qui vont essayer de favoriser, en fait, éviter l'effet de leakage qu'on avait décrit ici. Et donc, ça revient finalement à faire une espèce de biais positif pour les femmes. Et je pense que certains collègues trouvent ça gênant. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant de faire ça, même si c'est un biais. Okay. Encore une fois, c'est très pragmatique. Moi, j'ai vraiment une approche pragmatique du problème. Et je pense que forcer la visibilité, la présence de plus de femmes dans plus de commissions, dans plus de rôles de pouvoir, sert. Voilà. Mais je pense que si on est une femme, on pourrait à un moment donné se dire, mais est-ce que j'ai été choisie parce que pour mon genre, en fait? Et ça ne va pas non plus. Donc voilà. Je pense que c'est quelque chose, il faut être assez prudent avec ça. Et voilà. Mais voilà, je suis très content du débat et j'espère que je serai quelque chose. Voilà. Merci. Merci Olivier. Donc Caroline. Moi, pour le coup, je suis aussi dans le stéréotype. Je suis psychologue et pas dans les sciences exactes. Et donc, je trouvais ces deux présentations très intéressantes dans le sens où d'abord, vous apportez toutes les deux des chiffres et des constats. Et ça, on voit que très peu discutent de ça. On est tous d'accord pour dire qu'il manque de femmes dans le monde des sciences, que c'est l'avenir, que c'est les métiers de demain, et que donc les filles ont tendance à continuer à s'orienter dans des métiers qui sont moins porteurs d'emploi. Donc ça, c'est un constat qui est fait par tous et qui est peu discuté. Ce qui est plus discuté et débattu, ça va être la question de l'explication du pourquoi. Pourquoi on observe ça? Et en psychologie de l'orientation, ça fait vraiment peu de temps qu'on s'intéresse à cette question d'orientation genrée. Pourquoi? Parce que, c'était le dire, c'est un choix qui est fait par les adolescents, il n'y a pas de problème, c'est un choix délibéré. Et donc là, on assiste plus à un débat qui est des croyances plus essentialisantes, qui est de dire c'est normal, on n'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes rôles, et la nature est d'ailleurs bien faite parce qu'on est complémentaires. Et puis d'autres qui vont parler de ces normes et de ce poids des normes sociales et du fait qu'effectivement, ces jeunes font ce choix à un âge où le besoin est celui d'un besoin d'appartenance, du même. Et donc, c'est pas simple, parce que s'il n'y a pas beaucoup de filles dans les sciences, il n'y a pas beaucoup de garçons dans les CAIR. Donc, c'est le même phénomène qui se passe pour les filles comme pour les garçons. C'est pas uniquement, tiens, il y a une absence de filles dans les sciences, il y a une absence de garçons dans beaucoup de filières également où on pourrait les retrouver. Et donc il y a réellement ce besoin de jeunes adolescents pour qui, où c'est un âge où on sait que tous les repères explosent déjà, et donc faire une orientation qui correspond à notre genre est plutôt quelque chose qui vient nous rassurer, qui est... Et donc voilà, et au niveau de cette orientation, de cette carrière, donc on peut l'expliquer par, il va y avoir des facteurs sociétaux, on en a parlé, des rôles et des stéréotypes de genre, il va y avoir des facteurs organisationnels, hein, on sait qu'aujourd'hui encore, on associe beaucoup plus la compétence au masculin, c'est vraiment quelque chose, cette association se fait. Et puis vous avez parlé aussi du facteur personnel et de toute cette. Alors là, il peut y avoir 1001 explications sur le fait de ce manque de confiance. On s'oriente, la corrélation très forte aussi entre les intérêts. Donc tout un temps, on a pensé que les intérêts étaient innés, ce qui est faux. Ça se construit dans les interactions, dans l'environnement, et évidemment fortement corrélé avec le sentiment d'efficacité personnelle. Je vais aller vers quelque chose où je suis valorisée, et si on me dévalorise, c'est quelque chose pour me protéger, vers lequel je ne vais pas continuer. Donc voilà, donc il y a ces chiffres qu'on ne conteste pas, il y a ces explications, et donc ça, je pense qu'on peut continuer encore à comprendre. Et puis il y a la question de l'agir, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on agit.
Et donc ça, je trouvais intéressant, je voulais réagir par rapport à ce qu'Olivier avait dit, en disant, tiens, mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'ont pas envie de ces actions de discrimination positive, parce qu'elles vont se dire, ben, c'est parce que je suis femme que je suis là, mais en fait, les hommes, ils peuvent se dire ça depuis longtemps aussi, de se dire, ben, tiens, je suis là parce que je suis homme. Et donc ce privilège inconscient, dont les hommes n'ont pas toujours conscience, qu'ils sont souvent aussi à leur place, parce qu'ils ont bénéficié du fait qu'ils sont hommes, et que donc on leur a associé le fait qu'ils ne seraient pas embêtés par des questions familiales, le fait qu'ils étaient compétents, etc., etc. Donc, moi, ça ne me gêne pas tellement, finalement, de se dire, tiens, ben oui, à un moment donné, on peut peut-être renverser c'est le principe des politiques de discrimination positive, c'est temporaire, c'est provisoire, et c'est juste pour un moment donné renverser la vapeur, mais de quelque chose qui a été mis en place, comme les Blancs ont été favorisés longtemps par rapport aux Noirs. Enfin, donc voilà, c'est de réparer en fait des erreurs du passé. Et donc voilà, je trouve ça intéressant vraiment de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire, et j'aimais bien ce que tu disais, qui était de se dire, ben, c'est pas... La science n'a pas besoin des femmes. La vision féminine, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de se dire qu'on est les mêmes, qu'on a beaucoup plus de communs que des différences. Et finalement, en disant il y a une vision féminine, c'est ce que tu disais, on réitère les croyances qu'on est différent et qu'on va apporter de la chaleur dans la science. Bon, non, enfin, je veux dire, on n'est pas garante de l'empathie et de la chaleur. Et donc voilà, je pense que c'est d'axer sur le fait que jeunes filles comme jeunes garçons ont envie face aux crises auxquelles qu'on traverse, que ce soit les crises climatiques, etc., de s'engager dans des combats sociétaux, de se sentir utile. Et ça, c'est quelque chose qui peut être réveillé et animé chez un garçon comme chez une fille. Donc voilà, c'était pour moi de l'agir de venir toucher tous et tout le monde et pas avoir un discours qui s'adresse peut-être trop aux filles en disant voilà, donc se dire on ne se prive pas de la moitié de la population, parce que ça c'est un peu voilà c'est ce que je... Merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde, enfin toutes les interventions ont été vraiment intéressantes, et je pense que vous avez rebondi sur beaucoup de questions qu'on se pose dans les cadres du projet Caliper, donc notamment cette question de rôle modèle, quel type de rôle modèle, donc il faut un peu aussi tout simplement normaliser la présence des femmes dans les STEM. Et aussi on discute beaucoup sur la question des actions affirmatives, positives, etc., la mise en place de mesures contraignantes, tout en se disant, voilà, c'est effectivement des mesures temporaires qu'on met en place pour rééquilibrer un déséquilibre, mais ce n'est pas le but en soi de mettre en place ce type d'action. Je ne sais pas si vous avez encore envie de réagir aux interventions, sinon je propose de donner la parole au public. Donc, il va y avoir un micro qui va passer. Si vous avez des questions, vous voulez tout simplement réagir aux interventions, le micro est là derrière. Oui. Je ne vois pas très bien. Moi, je voulais peut-être encore rajouter quelque chose. En fait, ah oui. J'aurais peut-être envie de rajouter quelque chose. Le fait qu'on soit dans le domaine des STEM, c'est aussi une chance, parce que j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, on a des moyens de communication et de diffusion qui sont beaucoup moins cadenassés. Donc les femmes peuvent s'exposer librement, sans contrôle, comme on avait avant. Avant, on avait la télévision officielle et on avait le patriarcat qui contrôlait tout. Maintenant, on a un accès beaucoup plus large à la diffusion. Et quand je vois en fait les influenceuses que mes filles suivent, parce que c'est beaucoup de filles en fait qui sont suivies, ça c'est une force, je pense. Donc on a peut-être une occasion là, maintenant, d'avoir cette exposition beaucoup plus forte à des femmes leaders quelque part. C'est quelque chose de nouveau, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se partage ou... Je
dirais la même chose parce que nous, en tout cas dans notre projet, c'est vraiment les médias sociaux qui ont donné une visibilité énorme. On ne s'attendait pas avec notre petite enquête à 5-6 femmes d'avoir un retour comme ça, mais on a vraiment été écoutés. Et d'ailleurs, ce projet ne s'arrête pas alors qu'il était prévu pour quelques mois. Mais j'avais aussi une petite question, peut-être à Caroline. J'avais l'impression que dans pas mal d'études, les enfants jusqu'à 6 ans ne font pas les différences. Et que ce sont vraiment les enfants après 6 ans enfin les filles en tout cas, qui se choisissent pas dans le digital et les hommes qui se choisissent pas dans le care, comme tu le disais. Mais qu'avant ça, quand on les met devant un ordinateur, les filles et les garçons réagissent de la même manière. T'as pas lu ça? Je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Non, donc on sait, même intra-terrain, on vit déjà notre enfant comme étant un garçon, comme étant une fille. Et donc l'interaction et l'identité, enfin ce qu'on me dit que je suis une petite fille, je suis un petit garçon, est là depuis. Et donc ça va clairement impacter l'enfant dans la manière. Enfin, on va rarement dire, on dit souvent un petit garçon, mais t'es fort, t'es comique, et une petite fille, mais que tu es jolie, que tu es. Et donc la petite fille, comme le petit garçon, va renforcer là où on le valorise. Et la petite fille, une petite fille beaucoup plus turbulente, va être beaucoup plus réprimandée qu'un garçon turbulent, parce qu'on l'accepte, on comprend mieux qu'un petit garçon. Et une petite fille, c'est quelque chose qu'on va plus facilement punir. Donc ça, on l'intègre, l'enfant l'intègre très vite et va se comporter de telle manière qu'il va être apprécié dans cette... Donc après, maintenant, est-ce que le choix du métier... Enfin, ça, c'est encore très peu déterminé, et que l'identité de genre, effectivement... Parce que j'entendais que c'était plutôt à l'adolescence, mais ça correspond un peu à ce que tu disais aussi, et qu'effectivement, il y a beaucoup de jeux qui sont pour les enfants dans l'informatique, où là, les filles et les garçons se situent au même niveau, et comme on le disait, d'ailleurs à l'école, en général, les filles sont aussi bonnes. C'est vraiment une décision à un certain âge que les filles se considèrent souvent comme ne voulant pas effectivement suivre ce genre de carrière. Je ne sais pas si... mais bon, voilà, c'est une des choses à étudier. Je trouve ça super intéressant cet échange, parce que donc là, tu parlais des jeux en informatique et tout à l'heure tu disais que à l'époque il y avait beaucoup de geeks dans tes classes donc d'informatique, ce qui peut changer peut-être un peu maintenant justement avec l'évolution des réseaux sociaux, parce que le média devient plus seulement les jeux vidéo, alors qu'au début c'est quand même né avec les jeux vidéo. C'est drôle parce que juste avant que je vienne à cette présentation, je discutais avec ma stagiaire Mélia, qui est le micro en ce moment, et on discutait justement du sexisme dans les jeux vidéo et du manque de valorisation et de prise en compte en fait des femmes gameuses, et aussi de l'harcèlement qu'elles peuvent vivre sur les réseaux, justement dans les jeux vidéo, qui fait qu'elles vont se sentir plus du tout légitimes en fait de faire partie de ce groupe de personnes, de gamers, qui vont aller par passion parce qu'ils se sentent encouragés justement dans cette activité de jeu et développent une passion qui fait qu'ils ont envie d'apprendre et de continuer là-dedans. Et c'est juste une question ouverte que je laisse comme ça, de qu'est-ce qu'on peut faire finalement au niveau de choses qui existent déjà, comme les jeux vidéo, qui reflètent, qui en tout cas influencent le choix d'orientation plus tard. Karine, tu as envie de réagir? Pas tout de suite, merci. Okay. Est-ce qu'il y a des questions du public ou des commentaires? On ne vous voit pas très bien. Là, il y a une question. Oui. Moi, Bonsoir, merci beaucoup d'abord pour ces interventions. Ça a été très riche d'enseignements, aussi bien dans les deux présentations que dans les discutants. J'avais juste une question par rapport à la première présentation et quelque chose qui m'avait interpellée quand vous avez présenté les résultats en indiquant quelles étaient les raisons du choix des STEM.
Vous avez mis en avant donc le rôle modèle et l'utilité, notamment au niveau personnel, enfin, de se sentir utile au niveau de la société. Et le pourcentage par rapport aux activités scientifiques était très faible. C'était 10 ou 11%, si je me rappelle bien. Et donc, je me demandais, est-ce qu'il y a une réflexion? Parce que finalement, beaucoup d'activités STEM et de sensibilisation aux sciences passent par des activités scientifiques, alors que là, on voit que ce sont d'autres aspects qui interviennent dans le choix. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion au niveau de la sensibilisation aux sciences par rapport à cette question-là? Merci. Merci à vous pour la question. En fait, c'est vrai que ça paraît être peu au niveau statistique comparé en fait à d'autres facteurs comme ceux qu'on a repérés. Mais en fait, c'est pas peu justement. Enfin, ça montre que ça a un impact. Et je pense qu'il y a, comme les activités scientifiques font pas encore malheureusement partie peut-être intégrante dans l'éducation de beaucoup d'enfants, et que ça se confine beaucoup à l'éducation des parents directement. Après, ça va dépendre du niveau socio-économique aussi. Ici, j'avais présenté donc que les stats sur le genre. Et je pense qu'en fait, sur le genre, il n'y avait pas tant de différence, parce que c'est vraiment quelque chose que les parents vont initier, ou dans certaines écoles, un peu plus que dans d'autres. Et par contre, les différences au niveau du niveau socio-économique, on remarquait qu'en fait, les élèves avec un niveau socio-économique plus élevé avaient plus tendance à aller vers à faire des activités scientifiques. Et ça expliquait aussi un pourcentage de différence d'intérêt entre les niveaux socio-économiques. Après, ici, c'est que ça n'explique pas de différence d'intérêt au niveau du genre, ce qui me paraît rassurant, parce que je trouverais ça dommage que les filles soient exemptées des activités scientifiques. Mais ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je pense qu'il y avait une autre question ici. Oui, dans votre présentation, vous avez parlé de l'importance de la possibilité de carrière dans le choix des études, et donc des opportunités et a fortiori aussi des difficultés qu'on rencontre au niveau de l'évolution de la carrière. Alors on sait qu'au niveau de la carrière scientifique, les publications c'est très important. Les femmes, de par leur rôle social, ont moins de temps à consacrer aux publications. Ça c'est d'autant plus vu pendant cette période de pandémie où on a dû s'occuper beaucoup plus des enfants. Et donc, en plus, dans ce domaine, il y a aussi une question de réseautage et donc je me demandais si ce que vous pensiez du critère peer review, qui est un critère donc assez important au niveau pour pouvoir décrocher un financement ou de l'évolution de la carrière du chercheur, de la chercheuse. Peer review qui peut être très bien traduit en français par revue par les pairs. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce critère ? Je pense que je ne suis peut-être pas en mesure de répondre à cette question, étant donné que je pense que je n'ai pas encore eu en fait assez de recul par rapport à cette question-là pour pouvoir en dire quelque chose. Par contre, je pense que Sarah, tu as peut-être... Karine. Oui, donc c'est une question intéressante parce que on en discute souvent quand on compare des CV et ces choses comme ça sur ce peer review. Et on voit en fait qu'il y a des discussions là-dessus. D'abord, ce H-index, est-ce qu'on veut encore juger des gens uniquement sur ce numéro qui représente le nombre de publications, le nombre de citations, qui peut aussi parfois dépendre du réseautage, etc. Et donc, il y a pas mal d'initiatives qui mettent ces questions ou qui se posent ces questions du peer review. Mais après, ce qui manque encore, je trouve énormément, c'est quels sont les critères sur lesquels on va valoriser ces scientifiques. Et ça, souvent, on est discuté et finalement, je vois que dans les panels, on revient chaque fois à ces mêmes critères. Et donc, c'est une bonne question. Après, il y a quand même des initiatives, ça, on doit quand même les mettre en avant aussi. C'est qu'au niveau européen, c'est des beaux exemples où on donne quand même 18 mois de plus quand il y a des limites d'âge
18 mois de plus par enfant. Donc je pense que ça, c'est des initiatives qu'il faut vraiment mettre en avant et qui sont très très bien et qui ont permis à beaucoup de femmes de justement tenir en compte ces périodes de maternité. Mais en effet, cette discussion de review par les pairs, sachant que le réseautage est important, mais là je pense que c'est même pour les hommes, on peut se poser la question, hein, parce que là, un homme qui a un meilleur réseau qu'un autre est dans la même difficulté. Mais c'est vrai que ce critère, souvent on finit, et moi j'ai eu la remarque en me disant, ton H-index, je ne le ferai pas pour demander un ERC. Et heureusement, bon, ça n'a pas eu... Mais donc on a encore très forte tendance en science à évaluer les gens parfois sur un numéro, ce qui est quand même qui est basé sur ces publications. Mais ça change et on commence à regarder l'impact des publications quand même d'autres choses. Mais la question maintenant, et c'est une question qu'on peut aussi se penser dans Caliper, c'est quelles vont être les autres choses qu'on évalue? Qu'est-ce qu'on va essayer d'évaluer en plus dans les dossiers des scientifiques que uniquement ces publications, allez, uniquement, il n'y a pas que les keynotes, speakers, il y a tous ces aspects-là, mais de nouveau, tout ça dépend tellement fort d'un réseautage que, ouais, on est dans un système où... Mais bon, le réseautage, je pense que ça a un impact aussi sur certains hommes plus que d'autres, donc je pense que ça, c'est pas vraiment lié au genre. Juste pour ajouter, donc dans le cadre du projet Caliper, l'une des actions qu'on a introduites dans le plan d'action, c'est justement de faire une étude de faisabilité par rapport à la mise en place d'une norme de correction pour les interruptions de carrière lors des évaluations des chercheurs et des chercheuses pour le recrutement. Mais là, la question, comme Karine le disait, c'était alors quelle norme on met en place, parce que là, on réfléchissait aux interruptions des carrières dues à la garde des enfants, par exemple. Donc, ce n'est pas juste le congé de maternité, c'est aussi le congé parental qui peut être pris par les hommes. Mais il y a aussi d'autres interruptions de la carrière, donc c'est... pour d'autres motifs, je veux dire. Donc, c'est une question compliquée. Ceci dit, c'est quelque chose qui commence à se débattre. Apparemment, la Commission européenne vient de créer un groupe, vient de lancer un appel d'intérêt pour justement réfléchir à cette question de l'évaluation, de comment améliorer l'évaluation des chercheurs et des chercheuses. Et l'ERU, c'est le League of European Research University, vient de présenter un papier aussi il y a 10 jours, qui fait appel à une réflexion sur cette question. Et le groupe proposait de prendre en compte aussi le contexte personnel et professionnel des chercheurs et chercheuses, et pas seulement des chiffres comme le nombre de publications, etc. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose de laquelle on va continuer à en parler dans les années à venir. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des réactions? Oui. Moi, j'avais une question. Si on augmente le nombre d'étudiants, de jeunes étudiants, tous genres confondus, est-ce que ce n'est pas intéressant plutôt que de se focaliser sur un ratio? Parce qu'on peut dire, OK, on aimerait bien augmenter, par exemple, la proportion de filles. C'est bien. J'entends très mal. Donc, oui, c'est pas... Donc on pourrait augmenter la proportion de filles au sein des sciences, c'est bien, mais je me demande si ce n'est pas encore plus positif de dire qu'il faut plus de scientifiques, simplement. Parce que si ça devient plus commun d'être scientifique, finalement, peu importe le genre. Et donc je me suis demandé s'il ne fallait pas en fait encourager surtout les sciences avant même de faire ce différentiel. Je ne sais pas, c'est une question un peu naïve peut-être, je sais pas. Oui, j'y crois fortement. Effectivement, on doit prouver et c'est démontrer que les sciences sont utiles à la société et qu'il faut peut-être un petit peu décadenasser ces études qui sont un peu arides et qui éliminent toute une série d'étudiants alors qu'on en a besoin. C'est pas très malin en soi. Et donc, si on a plus d'étudiants, on aura aussi peut-être plus de filles et ça suivra. Mais ça n'empêche pas de réfléchir quand même pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas assez. C'est en fait J'aimerais aussi rebondir là-dessus parce que je pense qu'on a souvent
en tout cas certainement avant, quand on demandait à un enfant de dessiner un scientifique, souvent il dessinait quelqu'un avec une longue barbe, des lunettes, un rêveur. Et donc je pense qu'il y a quand même un travail, nous, scientifiques, à faire, c'est qu'on ne communique pas assez avec le grand public. Donc on fait des découvertes, dans le laboratoire on fait énormément de découvertes de toutes choses qui n'arrivent jamais au grand public. Et il ne faut pas oublier que nous sommes financés par le grand public. Et donc là, je pense quand même qu'il y a encore vraiment un travail à faire. Et donc c'est pour ça que je suis très en faveur de ces initiatives comme Home et InfoScience et tout ça, parce qu'en fait, si on veut attirer plus de jeunes dans les sciences, il faut qu'ils comprennent ce qu'on fait, nous, dans nos labos scientifiques. Souvent, on a l'impression que ces professeurs, il faut un petit peu exploser quelques trucs, de la fumée, et on n'a pas toujours assez la valorisation vers le grand public. Et la recherche fondamentale dans laquelle je suis, c'est vraiment quelque chose qu'il faut défendre. Quelle est l'importance de cette recherche fondamentale? Sachant que ce n'est pas toujours facile, parce que les gens me demandent très souvent, mais quelle est l'application? Quelle est l'application directe? Et donc des exemples comme ce prix Nobel du CRISPR-Cas9, qui a été 14 ans de recherche pure fondamentale, c'est des exemples très importants pour montrer à la société qu'il est important d'investir dans le long terme, dans l'innovation, dans le risque, parce que c'est là qu'il y a des choses totalement inconnues qui sortent. Mais peut-être que c'est là parfois la difficulté des filles. Je ne sais pas dans ces études où les filles aiment bien, quand elles regardent qu'est-ce que je vais faire plus tard, c'est qu'elles aiment bien regarder quel va être mon métier. Et moi, j'ai souvent cette question, on me demande, mais qu'est-ce que tu fais tous les jours? Et aucune de mes journées sont les mêmes. Elles sont très différentes. Et parfois, ça fait peut-être un petit peu peur, plus aux filles que les garçons. Je ne sais pas si c'est inconnu parfois de ce métier scientifique, mais il n'y a aucune raison, parce qu'elles sont aussi curieuses, aussi inventives, aussi innovatifs. Et donc je pense que nous, les scientifiques, en général, hommes, femmes, on doit vraiment communiquer cette beauté de notre métier. Et aussi au niveau politique, parce qu'on doit être honnête, il n'y a pas assez de financement pour ce monde de la science fondamentale et de l'art. Il n'y a justement pas assez de budgets qui sont libérés. Et donc il faut que notre société comprenne qu'il faut investir dans ce long terme, cette recherche fondamentale, oser investir dans l'innovation. Et je pense que là, il y a quand même encore un travail à faire. Dans le cadre de Caliper, on s'est posé la question aussi de l'interdisciplinarité, justement, et de comment, peut-être via des programmes d'éducation, d'enseignement plus interdisciplinaires, on pourrait toucher plus les jeunes pour les attirer plus à aller vers les sciences et de montrer les sciences au sens large comme une porte d'entrée pour la compréhension du monde en général, de montrer l'impact sociétal que ça peut que ça peut avoir. La difficulté, c'est de comment faire ça tout en gardant une certaine spécificité disciplinaire en même temps, parce que voilà, c'est des domaines très spécialisés. Mais voilà, on se pose cette question aussi de l'interdisciplinarité. Oui, il y a une question ici. Oui, c'est bon. Je vais peut-être faire un énorme raccourci et je m'en excuse d'avance. Mais juste, c'était pour rebondir sur, j'ai oublié votre nom, sur justement le fait que les filles étaient beaucoup plus punies finalement pour des actes turbulents, etc. Et on peut, au travers justement de la turbulence ou une certaine arrogance, en fait, remettre en cause, remettre une certaine autorité ou remettre en cause certains concepts où il faut se confronter justement à l'autre. Et est-ce que ce n'est pas une piste justement de penser que les sciences, avant tout, remettre en question en permanence ce qui a été dit, etc. Est-ce qu'on peut trouver une certaine corrélation, ou est-ce qu'elle a déjà été trouvée, mais justement de peut-être que, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais de justement le fait qu'une femme, une fille, ça va être beaucoup moins toléré, justement de remettre en question l'autorité, de se débattre un petit peu contre tout ça, et que finalement elle intègre justement ce principe, et puis au final c'est quelque chose qui ne l'intéresse plus à terme enfin, gros guillemets, pardon, qui justement va impacter cette remise en question permanente et l'attrait vers les sciences notamment. Voilà. Alors qu'on apprend aux filles à être beaucoup plus dociles, ça, c'est une certitude.
Maintenant, je pense vraiment qu'en sciences humaines, on remet énormément de choses en question aussi. Donc ça n'appartient pas aux sciences exactes, pour moi, la remise en question. Maintenant, la peur de faire sa place, la peur d'être entendu, mais c'est le fait que ça reste un monde très masculin. Et donc, on sait que... et ça, c'est un phénomène propre voilà, aux organisations. Les hommes s'écoutent plus entre eux que n'écoute une femme. Donc, voilà, peut-être que c'est vers tout ça qu'une femme n'a pas envie de se retrouver, être militante et être toujours à devoir... se dire, je vais devoir me battre constamment dans un milieu comme celui-là. On parlait du tuyau percé. Donc si elle s'oriente peu dans ces filières, par la suite, celles qui s'orientent vers ça vont quitter. On voit qu'il y a des bifurcations, beaucoup plus de bifurcations féminines dans les carrières scientifiques des femmes que voilà, des hommes. Donc voilà, ça pourrait être une explication, mais je ne voudrais pas tout d'un coup qu'on fasse une hiérarchisation entre les sciences exactes, c'est le best, et donc il faudrait avoir plus de femmes, et les sciences humaines, malgré tout, voilà, enfin, pour moi, ouais, on remet... et on doit aller au-devant de beaucoup aussi de croyances, de normes, de choses qui sont pour le coup très ancrées aussi en sciences humaines. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds comme il faut, mais que c'est un monde masculin et que donc ils font fonctionner avec des normes masculines, ça c'est une évidence. Et donc que ça puisse faire peur à certaines femmes qui ont cette croyance de fonctionner pas dans ces schémas-là. Le micro, oui. Pardon. Oui, bien sûr, c'est une évidence qu'on apprend très jeune quel rôle et quelle place la société nous donne, nous destine et va nous valoriser. Ça, c'est une certitude. Oui, c'était vraiment pour faire le parallèle justement sur finalement être turbulent, peut-être faire preuve d'arrogance à un certain âge, etc. Ça montre aussi quelque chose où on remet en question ce qu'on nous dit, on remet en question ce qui est imposé, etc. Et que finalement, c'est peut-être plus dur pour les femmes justement après de faire une remise en question parce on leur a dit, non, tu n'as pas à être turbulente, tu restes bien à ta place, et bien gentiment. Oui, et à côté de ça, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent tout autant des normes de genre et qui sont coincés aussi dans les cases que la société leur a attribuées. Et il se fait qu'ils ont, pour plus de chance, puisque c'est le sexe fort et qu'ils ont les plus beaux rôles, mais je peux dire, j'imagine qu'il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient être à une autre place que celle qu'ils occupent là pour le moment, parce qu'ils sont confrontés aux mêmes contraintes de genre, d'être le chef de famille, le breadwinner, enfin voilà, donc tout ça voilà, c'est ce qu'on disait, c'est les stéréotypes et les cases et la binarité fait perdre tout le monde, les femmes, les hommes et la société en général, donc voilà, oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, ici. Ah. Merci. Merci à tous, à toutes et à tous pour vos interventions. Je voulais revenir sur l'intervention du président de la filière biomédicale. Son idée d'augmenter le nombre d'étudiants plutôt qu'essayer d'augmenter le ratio. Et je vais me permettre de faire une analogie assez grossière. La société aujourd'hui a un besoin énergétique constamment croissant, mais je pense que tout le monde ici s'accorde pour dire que le mix énergétique doit changer et que donc le ratio effectivement doit changer et que donc dans la même idée, avoir un ratio de femmes plus important et avoir des politiques actives en ce sens, tout en rendant un peu plus attractif la filière des STEM à tous les étudiants, c'est quelque chose, à mon avis, qui est totalement sensé. Et également sur votre idée que vous avez avancée, la pratique que vous pratiquez dans les salons,
de dire que la filière biomédicale était très fréquentée par les femmes et que donc vous avancez cela pour les attirer. Je pense qu'il faudrait peut-être remettre en question ceci, comme vous l'avez déjà dit, mais également de se dire de quelle idée en fait ça donnerait de l'école polytechnique de Bruxelles à ces potentielles futures étudiantes. Est-ce que vraiment on a envie de leur faire miroiter qu'elles sont cantonnées à finir dans la filière biomédicale? Je sais très bien que ce n'est pas l'idée, mais peut-être qu'il faudrait y repenser. Oui, c'est vraiment une caricature, mais c'est vrai, je suis d'accord. C'est pas comme ça qu'on présente la chose non plus. Hein. Bon. Je constate que c'est une filière qui est plus féminine, mais c'est pas la seule. On a la filière chimie qui aussi traditionnellement était beaucoup plus féminine. Et en physique, on avait aussi quelques filles. Enfin, bon, je veux dire, c'est juste la constatation qu'on ne recrute pas assez sur Bruxelles d'étudiants. Et on s'est rendu compte qu'on recrutait moins de filles que de garçons au potentiel équivalent. Et donc voilà, on s'est dit, on fait le plein du côté des garçons, on va avoir du mal à augmenter notre part de marché, pour dire les choses platement, et donc il faut augmenter la part de filles. Et la question, c'est comment aller contre l'idée négative, l'image négative des études d'ingénieurs auprès des femmes en général. Et c'est clair que le côté biomédical est sans doute plus soft que d'autres aspects, d'autres filières. Donc c'est vraiment, mais je suis d'accord, hein, c'est très très délicat comme équilibre et voilà. Et je pense qu'il faut y penser, comme on dit, c'est pragmatique, ça doit jouer un temps. Et à un moment donné, quand ce sera plus commun et qu'on aura plus que, je ne sais pas quels sont les chiffres actuels de la filière, de Polytech en nombre de filles, mais une fois qu'on aura un peu plus des 20%, je pense, maintenant, ça ira sans doute mieux. On arrêtera ce langage un peu biaisé, c'est sûr. Merci. Donc, on me dit qu'il est 18h45, qu'on a le temps juste d'une dernière question. Je pense qu'ici, il y avait une question. Ouais. Merci beaucoup déjà, c'est super intéressant et super enrichissant. Moi, je voulais juste poser une question, vu qu'on a plein de scientifiques ici, femmes scientifiques ici. Moi, je suis, pour mettre un peu en contexte, jeune chercheuse en sciences et j'ai un collègue masculin qui, en gros, défend que cette différence dans les STEM et ces différences de proportion est totalement naturelle. Et donc, je suis confrontée à ça et en fait, au vu de cette rigidité de sa part à entendre le discours qu'en fait, il y a plein de facteurs qui ont mené à ça, en gros, il ne veut pas les entendre et pour faire face à cette frustration, je décide simplement d'éviter la conversation avec ce type d'individu. Est-ce que vous avez des trucs et astuces pour faire passer le message ou au moins est-ce que vous avez vécu cette discrimination et qu'est-ce que vous faites dans ce cas, quoi? Tous les jours. Moi, j'ai fait des petits graphiques, des petits dessins, et on les met sur le bureau régulièrement. Au moins, ça diminue ta frustration. Je ne sais pas si ça augmentera son niveau de compétence, mais bon, voilà, il faut les mettre partout. Diffusez tous les petits dessins que vous pouvez avec des petits graphiques et le plus vulgarisé possible, hein, puisqu'il faut mettre les choses le plus clairement possible et ne pas mettre des grands discours. Donc voilà. Bon. On peut tous travailler à ça. Oui. Une autre façon de faire, c'est de ne pas parler toi, c'est de lui demander qu'il s'explique lui et de dire mais pourquoi et pourquoi. Et donc qu'il arrive lui-même à se rendre compte qu'à un moment donné, il va y avoir ces fragilités qui vont apparaître, ça va plus tenir son discours. Et donc de lui laisser la place ah oui, pourquoi, hein? Et donc c'est comme, de jouer un peu l'auditeur naïf pour que lui se rende compte qu'il aura, à un moment donné, il va arriver à court d'arguments. Ça va devenir maigre sa posture. Et parce que plutôt que de le mettre dans l'avocat du diable, de faire ce. Ok. Très bien.
Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on va clôturer ici avec ces trucs et astuces. Je remercie tous les intervenants et intervenantes d'avoir accepté de participer à cette conférence. Et je remercie aussi le public et l'organisation. Donc, merci beaucoup. Et à très bientôt, j'espère. Merci.